Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition de Présidentielle 360. Voici les titres. Le ministre de l'Intérieur va-t-il devoir démissionner? Bruno Le Roux a employé ses deux filles comme collaboratrices ponctuelles à l'Assemblée. Il a rencontré François Hollande et Bernard Cazeneuve en début d'après-midi et doit prendre la parole dans un instant à Bobigny. Nous serons évidemment sur place. Mort de celui qui se voyait en gardien de la gauche. Henri Emmanuelli est décédé à l'âge de 71 ans. Député socialiste, président de l'Assemblée nationale, premier secrétaire du PS, hommage unanime de la classe politique pour celui qui était aussi un des mentors de Benoît Hamon. Il aura permis aux 5 candidats de développer leur projet. Le premier débat de la présidentielle d'hier a aussi séduit les Français. Près de 10 millions de téléspectateurs l'ont suivi. Analyse dans ce journal. Et vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag présidentielle 360. On attend donc la prise de parole de Bruno Le Roux à Bobigny d'un instant à l'autre. Pour en parler, j'accueille tout de suite sur le plateau notre chroniqueur politique Mickaël Zamès et Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po. Bonjour. Bonjour. Alors Mickaël, Bruno Le Roux doit s'exprimer dans quelques instants. Il a rencontré cet après-midi François Hollande et Bernard Cazeneuve. Oui, pour l'instant, rien n'a fuité sur cette rencontre. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que Bruno Le Roux se trouve actuellement dans sa circonscription, celle qu'il a vu grandir en tant que député en Seine-Saint-Denis. Ce qui lui est reproché, on le sait aujourd'hui, vous l'avez rappelé dans les titres. Alors, il a rencontré Bernard Cazeneuve, il a rencontré le président de la République. Est-ce à dire qu'il a donné sa démission, que sa démission a été acceptée, ou est-ce qu'on l'a fait démissionner, ou est-ce qu'il ne démissionnera pas? On va attendre quelques minutes pour le savoir. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est qu'il y a un contexte de crise, un contexte moral et éthique depuis l'affaire Fillon, bien avant, depuis l'affaire Cahuzac, ça remonte à très loin. Mais aujourd'hui, ça ne peut plus passer dans l'opinion publique, ça c'est certain. Donc on va attendre la décision du gouvernement, quelle qu'elle soit aujourd'hui. Ce qui est évident, c'est que ça va servir d'exemple. Hier soir, dans le débat, François Fillon a parlé de justice TGV à son encontre. On voit qu'aujourd'hui, cette justice TGV, pour reprendre son expression, elle s'applique à d'autres. Effectivement, le parquet national financier s'est déjà saisi de ces révélations effectuées par l'émission Quotidien de TMC. La justice au cœur de cette campagne, encore une fois, chaque jour, on a presque une nouvelle surprise. Et c'est le problème de cette élection, c'est qu'on ne parle pas du fond. Malheureusement pour nous, on essaye d'en parler dans nos débats. Aujourd'hui, on voit qu'on est rattrapé par l'énième feuilleton. Alors aujourd'hui, c'est celui de Bruno Le Roux. Hier, c'était celui de François Fillon. Et demain, on verra encore si c'est encore un autre. Et c'est bien dommage, c'est à regretter, ça c'est certain, pour la qualité du débat. Même si hier, dans le débat, on a quand même évoqué le fond. Espérons qu'on puisse l'invoquer et l'évoquer encore. Donc après les révélations de l'emploi de la femme et des enfants de François Fillon, c'est donc Bruno Le Roux qui est dans la tourmente pour des accusations similaires. Mais que lui est-il véritablement reproché? Le rappel des faits par Jonathan van der Voort. Bruno Le Roux au cœur d'une nouvelle polémique. Entre 2009 et 2016, alors qu'il était député de la Seine-Saint-Denis, il aurait employé ses deux filles comme collaboratrices parlementaires quand elles avaient entre 15 et 16 ans. Leur salaire total, 55 000 €. Elles étaient alors lycéennes puis étudiantes. 24 contrats en tout, des CDD, qui se sont prolongés pendant les périodes des vacances scolaires des deux filles ou en parallèle à leurs cours et leurs stages. Bruno Le Roux répond et veut éviter tout amalgame avec le Penelope Gate. Bien entendu, j'ai mes filles qui ont travaillé avec moi sur des étés notamment, ou des périodes de vacances scolaires, mais jamais en permanence. L'information révélée hier par l'émission Quotidien déstabilise l'actuel ministre de l'Intérieur. À plusieurs reprises pendant ces mêmes contrats, les filles étaient en stage à temps plein ou totalement absentes de l'Assemblée nationale ou de la circonscription de leur père. La position de Bruno Le Roux est très fragilisée, d'autant plus que ces emplois n'ont jamais été déclarés auprès de la haute autorité pour la transparence de la vie publique. On revient avec mes invités. Mickaël Zamès, cette situation, évidemment, c'est l'affaire Fillon qui place le gouvernement dans cette situation. Si jamais Bruno Le Roux est amené à démissionner, c'est François Fillon qui sera montré. Lui, il continue sa campagne. Absolument, c'est lui qui aura tenu face à la vindicte populaire, on peut-on dire, ou en tout cas face à la pression aussi de ses amis ou ses ennemis, ça chacun voit ça midi à sa porte. Lui, il aura tenu, mis en examen, certes, mais il aura tenu, il aura resté candidat. On va voir s'il y aura une jurisprudence François Fillon pour Bruno Le Roux.
C'est difficile quand on est ministre de la République aujourd'hui, quand on a parlé d'exemplarité, quand on a dit, et récemment encore à propos de l'affaire Fillon, et là je cite simplement Bruno Le Roux, il devrait y avoir une règle 5, l'emploi d'un conjoint par un parlementaire ne devrait pas être autorisé, ça peut prêter à suspicion. Quand on a déclaré ça il y a quelques jours, il y a quelques semaines, aujourd'hui se retrouver dans l'œil du cyclone, ça devient un petit peu compliqué. Bruno Cotresse, Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, il est aussi chargé d'organiser cette élection présidentielle. Est-ce que c'est tenable dans sa situation d'organiser sereinement les élections ? Ça semble très difficile. Il est atteint sur un problème qui touche plusieurs hommes politiques dans cette campagne électorale. Et décidément, cette campagne électorale donne le sentiment que quelque chose d'important est en train de se passer dans la vie politique, que le thème du renouvellement de la vie politique, le thème de la moralisation de la vie politique va vraiment s'imposer, sera sans aucun doute un des marqueurs de cette élection. Et bien sûr, Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur, c'est le ministère de l'Intérieur en France qui est en charge de l'organisation des élections. Sa position semble extrêmement difficile. Alors il faut se rappeler que les Français, lorsqu'ils regardent tout ceci, ils ont un regard que nous, on connaît bien dans les enquêtes qu'on réalise au CEVIPOF, à Sciences Po. Ils voient tout ceci avec, d'une certaine manière, un certain sentiment de dégoût. Lorsqu'on demande aujourd'hui aux Français quel est le sentiment qu'ils éprouvent lorsqu'ils pensent à la politique, c'est d'abord et avant tout cette question de la méfiance et du dégoût. Et ça ne va pas contribuer, bien sûr, à rehausser l'image de la politique. Michael Zamès, oui, ça nous fait penser un peu à ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon pendant tout le week-end. En tout cas, samedi, ça résonnait place de la République. Dégagisme, dégagé, qu'on le donne au coup de balai. Il l'a fait répéter en chœur place de la République. C'est côté de l'image du tous pourri, ça peut être un côté très démagogique, très populiste, mais c'est quelque chose qui résonne énormément en France aujourd'hui. Moi qui étais sur place de la République, les gens reprenaient en chœur cette phrase. On ne veut plus entendre parler de cette caste politique, disait-il. La question de la moralisation politique, c'est aussi au cœur du contrat que veut faire passer Emmanuel Macron avec les Français. C'est vrai qu'il a été un petit peu poussé aussi par son ami François Bayrou. Cette idée de moralisation politique, c'est pas nouveau. Ça fait des années qu'on en parle, mais elle n'a jamais aussi présente cette fois. Bruno Cotresse, François Hollande, il avait promis cette République exemplaire. On a eu Cahuzac, Thévenoud, Kader Arif et maintenant Bruno Le Roux. C'est le coup de grâce pour le président de la République. Excusez-moi, je vous coupe. Bruno Le Roux prend la parole à Bobigny. Êtes-vous prêts ? Bien, mesdames, messieurs, je vois et j'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes 2 filles durant leur scolarité. Ces contrats ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Ces moments de travail en commun étaient importants pour moi comme ils étaient formateurs pour elles. Dans mes responsabilités, le temps pour être ensemble n'est pas si fréquent. Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai aujourd'hui, celle de ministre de l'Intérieur. Je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement. La responsabilité particulière qu'impose la lutte quotidienne contre le terrorisme, contre la délinquance et pour la maîtrise des flux migratoires implique de ne prêter le flanc à aucune instrumentalisation. Ici, en Seine-Saint-Denis, chez moi, aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur à respecter la fonction de député et les devoirs qu'elle entraîne. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai bien entendu à faire. Je vous remercie. Voilà pour cette courte allocution du ministre de l'Intérieur qui démissionne donc, Michael. Presque sans surprise. C'était presque une fatalité pour lui aujourd'hui. Il n'avait pas d'autre choix. Ça ne pouvait plus passer dans l'opinion publique. Il a bien essayé d'expliquer
les raisons d'homme, pour mettre de côté avec ces raisons aujourd'hui d'honnêteté, de responsabilité de ministre de l'Intérieur. Il a essayé de montrer aujourd'hui finalement presque un peu de sensibilité, c'est-à-dire ce côté du temps qu'il voulait passer avec ses enfants. Mais ça n'existe plus, ça ne peut plus être admis aujourd'hui dans l'opinion publique après ce qu'on a connu ces dernières semaines. Je dis peut-être qu'il y a 1 an ou 2, ça sera encore passé. Là, c'est terminé. Donc aujourd'hui, il y a eu un exemple de la part de Bruno Le Roux. Et ça, c'est peut-être un exemple très politique aussi. Ça veut dire qu'on prend le contrario de ce qu'avait fait François Fillon. François Fillon, lui, est resté droit dans ses bottes. Aujourd'hui, l'exemplarité qu'a voulu montrer le gouvernement, c'est il y a un problème, on règle ce problème. Et le problème a été réglé, c'était Bruno Le Roux. Bruno Cotresse, ça s'est jamais vu, ça, une révélation dans un ministre régalien, ministre de l'Intérieur qui démissionne dans la journée ou qui est démissionné. On n'a pas encore les détails de cette démission, c'est du jamais vu. Peut-être pas du jamais vu. On a déjà eu des ministres qui ont été obligés de quitter le gouvernement suite à des révélations ou à des accusations. On se rappelle de plusieurs cas, Dominique Strauss-Kahn à une époque. Oui, mais dans la journée, c'est vraiment spectaculaire. Mais ça traduit au fond cette accélération du temps dans la réaction des opinions publiques et dans la réaction de la classe politique et du décalage entre les deux, qui, je crois, est aujourd'hui quelque chose d'assez essentiel. Récemment, analysant les données de l'enquête que le Cevipof réalise sur la confiance politique et qu'on publie toutes les années, j'avais publié une analyse dont le titre était « Jusqu'ici, tout va bien ». Et j'avais emprunté cette phrase célèbre, cette réplique célèbre du film de Mathieu Kassovitz, La haine, pour indiquer au fond quelle était cette accélération et le sentiment que de nombreux Français peuvent avoir, que jusqu'ici tout va bien et qu'à chaque fois qu'on leur explique qu'un homme politique a quelque chose à se reprocher, eh bien il va expliquer que finalement il est parfaitement de bonne foi, qu'il a pensé agir avec toute intégrité, et puis que progressivement peut-être s'approche le sol, et le sol c'est peut-être un accident démocratique un jour, qui est que beaucoup de Français aujourd'hui considèrent que la démocratie française, elle dysfonctionne, elle ne marche pas, elle délivre pas. L'attachement au principe de la démocratie représentative en France est toujours très élevé, bien sûr, mais en même temps, nous voyons, dans toutes nos enquêtes, l'élévation du niveau d'insatisfaction, le sentiment que les hommes politiques ne sont pas à l'écoute des problèmes et en plus qu'ils ne sont pas exemplaires. Or, les Français, ce qu'ils vivent dans leur vie professionnelle, c'est que eux, s'ils ne sont pas exemplaires dans leur vie professionnelle, peut-être qu'on ne va pas leur pardonner. Donc il y a là quelque chose, effectivement, qui vient de se passer, qui est important. Le ministre assume sa responsabilité et ça, c'est plutôt un signe encourageant. Oui, il ne faut pas oublier qu'on est à quelques jours du premier tour de l'élection présidentielle et Bruno Le Roux l'a rappelé, il ne veut prêter aucun flanc à l'instrumentalisation. Là, on sentait poindre évidemment l'instrumentalisation ou à la prise en tout cas de cette affaire de la part du Front National, de la part d'autres partis politiques. Peut-être que aussi la droite, même si elle se taisait un petit peu ce matin, se serait servi un petit peu de tout cela pour faire campagne aussi, une contre-campagne contre François Fillon, pour marquer un peu l'opposition à l'affaire François Fillon. Voilà, il fallait absolument débrancher cette affaire aujourd'hui, le plus vite possible. Ça a été fait, ça a été très vite fait, vous l'avez rappelé, et Bruno Le Roux a servi d'exemple. On va revenir sur l'impact sur la campagne. Est-ce que ça peut fragiliser certains candidats? On pense à Benoît Hamon, il a fait partie du gouvernement. Oui, mais a priori, ça ne fragilisera pas Benoît Hamon, qui avait même dit qu'il souhaitait aujourd'hui que ça serait mieux que Bruno Le Roux de lui-même parte de ses fonctions. Il n'y a pas de raison que ça puisse fragiliser aujourd'hui Benoît Hamon, qui lui aussi, dans sa campagne, a fait un programme sur la moralisation de la vie politique, où il a affiché lui aussi tout un listing de programmes qu'il voudrait faire. En fait, tout va jouer finalement sur la prochaine mandature. À qui, aujourd'hui, fera le plus de propositions sur la transparence, sur la moralisation de cette vie politique? On a vraiment besoin aujourd'hui, ça on le sent fortement. Et tout se fera que après cette élection présidentielle et après les élections législatives, parce qu'on va le rappeler que le gouvernement aujourd'hui agit, mais le Parlement, pour l'instant, lui, il est un peu plus en retrait. On attendra évidemment une nouvelle majorité pour pouvoir changer cette vie politique. Bruno Cotresse, on n'assistera pas à une campagne normale cette année? Ah non, vraiment pas. On peut dire que c'est vraiment... on n'a plus de qualificatif pour qualifier cette élection. Les uns et les autres, on parle des fois de l'élection folle, de l'élection invraisemblable. Donc on voit une sorte d'actualité qui est sans fin. On a le sentiment, les uns et les autres, que tous les jours, quelque chose de nouveau nous attend et va se passer. Ça traduit quand même quelque chose de très intéressant. Non seulement ça traduit
qu'il y a un certain nombre de points de repère de la vie politique qui sont en train de trembler sur leurs fondations, en particulier la vie politique française bien organisée autour de l'alternance entre la gauche et la droite. Et on voit que là, les deux plus grandes formations politiques du pays sont en peine de qualifier leurs candidats pour le deuxième tour. On voit également que tout un tas d'autres éléments apparaissent, de nouvelles personnalités sont apparues. On a parlé d'Emmanuel Macron tout à l'heure. On a vu aussi les primaires qui ont donné des fruits qui étaient des fruits intéressants, avec beaucoup d'intérêt des Français pour ces primaires, comme hier soir, beaucoup d'intérêt pour le débat. Et en même temps, une forme de distance vis-à-vis de ce jeu qui apparaît aux Français comme un jeu qui est de plus en plus difficile à décoder, comme si au fond, il y avait ce jeu de l'élection présidentielle, mais le doute persiste. Est-ce qu'au fond, les grands problèmes vont être réglés? Est-ce qu'au fond, demain, j'aurai davantage de pouvoir d'achat? Est-ce que mes enfants ne vont pas connaître le chômage? Comment se fait-il que des problèmes pratiques de la vie de tous les jours ne sont pas réglés? Le problème, Bruno Cotteret, c'est que dès demain matin, on va encore parler que de cela. Voilà. Donc nous-mêmes, nous le faisons aujourd'hui, mais on va encore avoir un feuilleton qui va durer quelques jours. Sur cet aspect-là, je serais un peu nuancé. C'est-à-dire, à la fois, je suis comme tout le monde, je souhaiterais que la campagne parle de l'opposition entre des visions de la société française, une confrontation entre des programmes, et en même temps, parler de ces affaires-là, c'est quand même aussi parler de problèmes fondamentaux. Ça n'est pas uniquement anecdotique. On va revenir, parce qu'il se savait de l'œil du cyclone depuis les révélations de l'émission Quotidien hier soir. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, a donc démissionné, mais il a tout de même tenu à honorer ce matin son audition au Sénat, avant de finalement annuler tous ses autres rendez-vous prévus. Récit de sa journée mouvementée par Fabien Recker. Il vient de l'annoncer. Face aux soupçons d'emploi fictif, Bruno Le Roux a été forcé de démissionner. Retour sur une journée mouvementée. Il est 9h25, alors qu'il est entendu par la commission des lois du Sénat. Le ministre de l'Intérieur est interrompu en pleine audition. Excusez-moi. Et je suspends la séance. Il doit quitter la salle. L'audition va reprendre, tandis que les journalistes sont prévenus d'une déclaration à la presse imminente. Mais surprise, le ministre de l'Intérieur va finalement s'éclipser en évitant les caméras. Il est parti. Donc je suis navrée. Non mais je suis vraiment navrée. Dans la foulée, tous ces déplacements de la journée sont annulés. En fin de matinée, Bernard Cazeneuve, sans évoquer directement l'affaire, fait une déclaration visiblement agacée. Lorsqu'on est attaché à l'autorité de l'État, on est impeccable face aux institutions et aux règles qui les régissent, sans quoi l'autorité de l'État est abaissée. À la réunion du groupe PS du Sénat, la gêne est palpable. Si vous avez des enfants qui font des études de droit, etc., vous pouvez comprendre que vous puissiez éventuellement les faire travailler. Mais alors là, franchement, c'est vraiment étonnant. Je trouve cette histoire inutile en ce moment. Chez les Républicains, l'ironie est de mise. Ça va être intéressant de voir un peu, ça sera très instructif, de voir le comportement du parquet national financier. Le parquet national financier ne sera pas long à réagir en ouvrant une enquête préliminaire dans l'après-midi. À 14h30, Bruno Le Roux est reçu par François Hollande en présence de Bernard Cazeneuve. Ce soir, il n'est plus ministre de l'Intérieur. Mickaël, maintenant il va falloir trouver un nouveau ministre de l'Intérieur. Oui, il y a peut-être aussi l'idée qui est que Bernard Cazeneuve, qui a exercé cette fonction, et Bruno Le Roux l'a rappelé, nous sommes dans un contexte extrêmement dangereux, évidemment, de risque d'attentat, d'état d'urgence, pourrait très bien reprendre ce poste à son compte, tout en évidemment restant Premier ministre. C'est déjà arrivé dans le passé, il y a fort lointain, mais ça peut exister aujourd'hui, ou alors nommer un nouveau ministre de l'Intérieur. C'est vrai qu'il y a des noms qui ont circulé et qui circulent depuis longtemps, même si celui-ci avait refusé il y a peu de temps d'autres ministères, ou même celui-ci. C'est évidemment celui de François Rebsamen, un proche de François Hollande, qui aujourd'hui reste maire de Dijon, et également président de la Fédération des villes. Je vous interromps puisque Matthias Fekl vient d'être nommé ministre de l'Intérieur en remplacement de Bruno Le Roux. Un jeune pousse, notamment de la Hollandie, qui aujourd'hui était ministre du Commerce extérieur, qui avait fait ses faits d'armes il y a peu de temps autour du CETA, vous savez, ces contrats qu'on devait signer, ce traité qu'on devait signer avec les États-Unis ou avec le Canada. Donc Matthias Fekl, ça fait quelque temps déjà qu'il se fait voir de la part, évidemment, dans ce gouvernement, qu'il évolue, où il a fait un petit peu où il a poussé un peu les coudes, on va dire ça comme ça. C'est la jeune pousse qui grandit aujourd'hui, la jeune génération. Et un dernier mot, également pas trop exposé pour organiser aussi ces élections. On ne l'a pas vu
être attaqué par l'opposition. Non, par contre, il a monté un club de réflexion en interne. On sent aussi qu'il a fait des propositions sur la transparence, sur la vie démocratique, avec aussi ces clubs de réflexion, ces think tanks, comme on les appelle aujourd'hui. Mathias Fekl, il travaille dans l'ombre depuis un petit moment. Il ne se fait pas beaucoup entendre parler de lui. Mais c'est vrai qu'évidemment, aujourd'hui, il prend du galon à ce poste. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais il ne reste plus non plus très longtemps. C'est surtout l'organisation de cette élection présidentielle dont il va avoir la charge. Merci beaucoup, Mickaël, pour cet éclairage. On va revenir au reste de l'actualité, puisqu'hier, il y a eu 3h30 de débats qui ont permis à 5 candidats de présenter leur projet. La première confrontation télévisée de cette campagne a aussi attiré les Français, avec près de 10 millions de téléspectateurs qui l'ont suivi. Et parmi eux, notre journaliste Quentin Calmet, qui revient pour nous sur les moments clés de cette émission. La première escarmouche entre les candidats intervient après 1 heure de débat sans éclat. Les compétiteurs débattent alors de laïcité quand Marine Le Pen prend Emmanuel Macron à partie. Vous ne voulez pas voir la réalité de la gravité de ce qui se passe dans notre pays. Il n'en demeure pas moins qu'il y a quelques années, il n'y avait pas de burkini sur les plages. Je sais que vous êtes pour, M. Macron, mais il n'y en avait pas. S'il vous plaît. Et chaque année... Madame Le Pen, vous serez gentille. C'est ce que vous avez déclaré, non? Je ne vous fais pas parler, je n'ai pas besoin d'un ventriloque. Je vous assure, tout va très bien. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis clairement, c'est mon habitude. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Emmanuel Macron, qui est à plusieurs reprises au centre des attaques lors des 3h20 de débat, comme lors de cet échange entre les 2 anciens ministres de François Hollande. Il faudra prendre des engagements et ne pas être tenu. Lié par ceux qui ont financé votre campagne. Je vais vous dire, je vais être totalement clair. Je prends l'engagement de n'être tenu par personne. Il faut bien qu'il y ait un débat au PS. Oui. Les rires du public résonnent à plusieurs reprises lors de l'émission. Jean-Luc Mélenchon réussit même à faire sourire l'audience sur un sujet aussi sensible que les affaires. J'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Quand vous dites que la campagne a été polluée, je ne parle pas pour vous, madame, a été polluée par les affaires de certains d'entre vous, pardon, pas moi. Non, mais je tiens à le préciser. Ici, il n'y a que 2 personnes qui sont concernées, M. Fillon et Mme Le Pen. Attention, ça pourrait venir. Les 3 autres, nous n'avons rien à voir avec tout ça. Alors, s'il vous plaît, ne nous mettez pas dans le même sac. François Fillon se montre effacé en première partie du débat, jusqu'aux questions économiques où il est plus à l'aise. Le vrai serial killer du pouvoir d'achat des Français, c'est Mme Le Pen, avec la sortie de l'euro et le rétablissement du franc. Avec une inflation galopante, toutes les mesures que vous venez de proposer n'auront plus aucune efficacité en termes d'augmentation du pouvoir d'achat. Une émission qui a pu sembler longue et balayant trop de sujets dans le même temps, mais où le débat sur des sujets essentiels a bien eu lieu entre les candidats. Et pour analyser ce premier un grand rendez-vous de la campagne présidentielle, je suis toujours avec Bruno Cotresse, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF. Alors déjà, premier enseignement, ce débat, il a finalement attiré 10 millions de Français. À l'heure des affaires et du désenchantement pour la politique, finalement, ça attire encore ces débats. Bien sûr, on retrouve là quelque chose qu'on connaît bien, une sorte de paradoxe des Français dans leur rapport aux élections et à la démocratie, à la fois très critique sur la classe politique, même au-delà de très critique, carrément vraiment extrêmement défiant vis-à-vis de la classe politique, et dans le même temps dans l'attente vis-à-vis de cette classe politique et dans l'intérêt vis-à-vis de la politique. On constate dans les enquêtes qu'on réalise qu'on a à la fois un intérêt très soutenu pour la campagne de la présidentielle et en même temps que peut-être on a pour le moment un niveau de participation qui ne serait peut-être pas aussi haut que la participation dans les élections présidentielles précédentes. Je suis prudent moi, sur cette question et je suis prudent pour cette question parce qu'il y a 2 éléments de cette campagne présidentielle qui normalement intéressent beaucoup les électeurs. Le résultat semble incertain. En tout cas, le résultat du premier tour semble encore aujourd'hui incertain, malgré le fait que les enquêtes d'opinion donnent très clairement 2 des candidats pour le moment qualifiés. Et dans le même temps, on a une sorte de casting de rêve, d'une certaine manière, dans cette élection présidentielle, parce qu'on a 5 personnalités, les principaux candidats, qu'on a vus hier, des personnalités très différentes, très opposés au plan idéologique. On a vu hier soir dans le débat des grandes oppositions, des grands clivages politiques et idéologiques s'exprimer sur la question de l'immigration, sur la question de la réduction des inégalités, sur la question du travail. Donc normalement, ça devrait plutôt intéresser les électeurs. Merci Bruno Cotresse. Je vous propose maintenant de réécouter la conférence de presse de Bruno Le Roux, le ministre de l'Intérieur, qui a donc annoncé sa démission. On l'écoute. Bien, mesdames, messieurs, je vois
et j'entends le débat et les mises en cause que suscite le fait sur les vacances scolaires et universitaires d'avoir employé mes 2 filles durant leur scolarité. Ces contrats, ponctuels et officiels, conformes aux règles juridiques des services de l'Assemblée nationale, correspondaient tous, bien sûr, à des travaux effectivement réalisés. Ces moments de travail en commun étaient importants pour moi comme ils étaient formateurs pour elles. Dans mes responsabilités, le temps pour être ensemble n'est pas si fréquent. Même si cela ne concerne en aucun cas la mission que j'ai aujourd'hui, celle de ministre de l'Intérieur. Je ne veux à aucun prix que ce débat fait d'amalgame puisse porter atteinte au travail du gouvernement. La responsabilité particulière qu'impose la lutte quotidienne contre le terrorisme, contre la délinquance et pour la maîtrise des flux migratoires implique de ne prêter le flanc à aucune instrumentalisation. Ici, en Seine-Saint-Denis, chez moi, aujourd'hui comme hier et comme ces 20 dernières années, j'ai mis un point d'honneur à respecter la fonction de député et les devoirs qu'elle entraîne. J'affirme mon honnêteté dans les rapports humains comme dans tous mes actes politiques. Mais ma responsabilité est aussi de préserver totalement l'action gouvernementale. C'est pourquoi j'ai adressé au président de la République ma démission. Celle-ci me permet, sans autre considération que ce que je suis en tant qu'homme et en tant que père de famille, d'affirmer clairement mon honnêteté, mon attachement à la vérité et à une République dont j'ai toujours essayé de défendre les valeurs, ce que je continuerai bien entendu à faire. Je vous remercie. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, c'est l'heure de l'épreuve de vérité. Mickaël Zamès reçoit Clémentine Autain, soutien de Jean-Luc Mélenchon. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.